Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Anne Lafourcade. Anne est ingénieure conseil en santé environnementale. Elle est notamment présidente de Safely, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui vise à limiter l'exposition des populations vulnérables à certaines substances préoccupantes. On discute notamment de bonnes pratiques d'achat, de bienveillance avec soi-même, de sobriété pratique et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Anne Lafourcade. Aujourd'hui, je suis avec Anne Lafourcade. Anne, merci de te joindre à moi. Merci Guillaume de m'avoir invité. J'ai souhaité échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir comment réduire les expositions préoccupantes pour les jeunes enfants, un thème qui présente de forts enjeux. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Non, je n'ai pas de conflit d'intérêt à préciser aujourd'hui. Ok, alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter tes activités et puis les enjeux associés en santé environnementale. Moi, à la base, je suis ingénieure chimiste. J'ai travaillé dans l'industrie cosmétique, j'ai dirigé un laboratoire. Je me suis ensuite spécialisée dans la question des labels environnementaux qui m'ont amené très vite à me poser la question de la composition chimique des produits de grande consommation, ce qui est devenu ma spécialité. J'en ai même fait une activité professionnelle puisque j'ai créé une activité libérale d'ingénieur dans ce domaine-là. J'ai aussi complété ma formation par dans une école qui s'appelle l'IFSEN, qui a été créée par Philippe Perrin. La spécialité vraiment, c'est la question de la santé environnementale avec un biais santé publique aussi. Hein. Voilà, donc ça, c'était le complément de diplôme que j'ai fait en 2017. Et suite à cette activité libérale d'ingénieur en chimie et santé-environnement, j'ai choisi aussi d'aller plus loin et j'ai créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Safely, dont l'objectif est vraiment l'accompagnement au changement des collectivités et des institutions sur les questions de santé environnementale, avec une spécialité, c'est vrai, sur la santé des populations vulnérables et donc femmes enceintes et jeunes enfants. Et moi, je t'ai connu à travers les guides Reco Crèche. Ouais. C'est à travers une de ces deux activités que tu as été chef de projet puis co-autrice d'un certain nombre de passages. Si tu veux bien nous en parler, je serais preneur. Ouais, alors dans la vie, on a toujours des rencontres. Et moi, j'étais dans une pépinière d'entreprise. En face de moi, il y avait des personnes qui créaient des crèches privées avec une forte volonté d'être le plus écologique possible. Et un jour, je leur ai dit, mais je peux vous aider, je peux venir auditer un de vos établissements, ça vous aidera à y voir clair. Et j'ai vu qu'il y avait une vraie opportunité. Ça correspondait à un moment où il y avait une stratégie de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine extrêmement volontaire sur cette thématique émergente de la pollution chimique dans l'environnement intérieur des jeunes enfants et des femmes enceintes. Donc vraiment une politique portée par l'ancien directeur à l'époque, en 2015. Et ils ont eu vent par des relations, c'est un petit monde, on était à Bordeaux, de ces audits que j'avais réalisés. Et ils ont voulu en savoir plus et on a comme ça monté un projet avec des associations, je n'étais pas toute seule, pour ensemble essayer de voir ce qu'on pouvait faire puisque les agences régionales de santé, eux aussi, avaient des coups de fil. On leur disait, est-ce que je peux utiliser tel détergent dans une crèche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur la qualité de l'air intérieur? Est-ce qu'il y a des pollutions parce qu'il y a des vignes juste à côté? Donc, ils avaient tout un tas de questions émergentes. Et donc, on a essayé de les recenser tout au même endroit. Et c'est comme ça que sont nés les guides Reco Crèche, dont j'ai eu la responsabilité dès le début. Donc, j'ai toujours le statut de chef de projet pour les guides Reco Crèche, qui sont une marque qui appartient à la RS Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est leur domaine. Mais voilà, moi, je suis chef de projet là-dessus. Et on a écrit depuis, du coup, 2017, 3 guides dont l'objectif, c'est vraiment de formuler des recommandations pour les établissements accueillant des jeunes enfants. Bon, c'est vrai que ces recommandations, elles marchent aussi à la maison pour la plupart et elles marchent aussi dans d'autres
endroits, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bébé qu'il ne faut pas protéger les populations. Donc, ça peut marcher pour tout bâtiment public, une bibliothèque, un EHPAD. Voilà. Enfin, ce sont des recommandations fléchées bébé, mais qui marchent pour tout le monde. Et donc, 3 guides. Le premier, vraiment écrit pour les directeurs et directrices de structure, pour de l'usage au quotidien, avec les achats de tous les jours, le fonctionnement quotidien d'une structure petite enfance. Le second guide, il est plus pour les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, artisans, quand on a une structure à bâtir ou à rénover. Donc ça adresse d'autres pollutions, mais c'est aussi des choses que les parents peuvent se demander quand ils font des travaux à la maison. Et le troisième guide, c'est un guide d'atterrissage post-Covid, parce que sur le sujet de la désinfection et du nettoyage, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de dérives. Évidemment, hein, on a eu tous très peur et ça a été complexe à gérer, cette peur du virus. Ça a fait faire des certaines marches en arrière sur la gestion de ce qu'on appelle les biocides, donc les désinfectants. Du coup, nous, ça nous a aussi aidé à avoir beaucoup plus d'expertise sur le sujet. Ça a quand même eu des vertus, cette crise. Et donc, on a été apte à écrire des choses très, très précises sur notamment la diminution de l'usage des désinfectants dans les structures qui accueillent des jeunes enfants, et puis du coup, en domestique aussi, évidemment. Ouais, c'est un bon exemple de bonne pratique qui s'applique tout aussi bien à la maison. C'est vrai que ces guides, ils sont intéressants parce que quand on a des enfants qui vont à la crèche, ça permet d'avoir un dialogue éclairé avec le personnel encadrant. Et puis, comme tu le soulignais, il y a des bonnes pratiques qui sont directement applicables à la maison et tout aussi utiles, quoi. J'avais le souvenir que ces bonnes pratiques, alors elles sont rangées dans un certain ordre dans le guide. Je me souviens quand on échangeait, tu me disais que une approche qui est souvent utile, c'est raisonner en termes d'achat et en termes de type d'achat. Et donc, si tu veux bien, je serais preneur que tu détailles un peu des bonnes pratiques dont on peut tirer des différents travaux que tu as faits pour les parents. C'est vrai que je pense que vraiment ma spécialité, c'est les produits de grande consommation. C'est ce qui m'intéresse et je crois que c'est un des domaines où on a une liberté d'action en tant qu'individu. Il y a plein de pollutions qu'on subit, hein. Ça peut être si ta maison est à côté d'une autoroute, c'est compliqué. Ou comme moi, là, je suis en Gironde au milieu des vignes, hein. Ça pose aussi d'autres questions où là, c'est compliqué. En revanche, on est toujours maître de ce qu'on achète et de ce qui rentre dans nos domiciles. On a toujours le choix de ne pas acheter. Donc, je trouve que c'est un endroit où on a un bon axe d'action en tant que citoyen, parent ou acheteur public, hein, puisque ça, c'est mes clients et mes contacts principaux professionnels, hein, dans l'achat public. Mais c'est vrai que du coup, quand je fais des formations grand public, ça m'arrive encore de temps en temps, j'aime bien rentrer en faisant un tour du supermarché, en se posant la question des alternatives rayon par rayon, parce qu'en fait, on ne peut pas formuler des recommandations générales sur des achats. Ça va vraiment dépendre si ton produit il est alternatif, il est disponible, s'il existe un label, et surtout s'il est disponible à un prix correct aussi, hein, parce que l'idée, c'est pas d'envoyer les gens dans des endroits où les choses sont introuvables ou très chères. Et donc, de ce fait, rayon par rayon du supermarché, on ne va pas avoir la même approche préventive en fonction effectivement de la filière et de la disponibilité des produits. Oui, je me souviens, là, tu parlais de labels et puis de ton expérience précédente. Les labels environnementaux, souvent dans les cahiers des charges, on trouve soit des interdictions, soit des restrictions de substances préoccupantes, disons les plus classiques. Donc ça en fait, j'ai l'impression, dans ma tête, ça en fait un peu des labels santé-environnement quelque part. Ça m'a intéressé d'avoir ton éclairage sur ce sujet, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il faut toujours voir les labels comme un document qui a été écrit par des gens qui avaient une intention. Donc, souvent une intention louable, mais ce n'est pas des boîtes magiques à faire de l'écologie magique partout, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'agriculture biologique, un jour, il y a un groupe d'agriculteurs qui se sont mis ensemble en se disant on veut sauvegarder l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire, entendons-nous, sans pesticides pétrochimiques. Et donc, le cahier des charges, il disait une seule chose, il disait je m'engage en tant qu'agriculteur à faire pousser des végétaux
sans recours à de la pétrochimie. Et c'est déjà vachement bien, c'est déjà vachement bien. Sauf que nous, consommateurs, et puis aussi toute la publicité qui a été faite, tout le marketing qui a été fait autour, on a mis plein d'intentions autres dans ce mot-là, en espérant aussi le bien-être animal, le côté sanitaire. Enfin, il y a plein de... voilà, on voudrait un packaging écolo, et du coup, on est un peu déçu parfois par le label bio parce qu'on se dit, ah oui, c'est bio, mais c'est pas équitable, ou c'est bio, mais c'est pas, il y a plein d'emballages. En fait, le label, il a été écrit avec une intention. Donc, il faut toujours se demander quelle est l'intention portée par le label. Et comme tu disais, certains labels, des entrées santé-environnement, des intentions santé-environnement, il n'y en a pas tant que ça sur les labels. Mais de par certaines zones d'entrée, on se retrouve avec des labels, effectivement, qui sont quand même performants sur ce domaine-là. Je peux te citer le label des cosmétiques bio, par exemple, qui, lui, a une entrée qui dit que principalement, il faut utiliser des produits d'origine végétale et, si possible, bio dans ces produits avec un label Cosme Bio, par exemple. Et ben ça, de fait, ça va disqualifier tout un tas de produits pétrochimiques qui, pour le coup, sont un peu douteux d'un point de vue sanitaire. Et globalement, ça en fait un bon label sanitaire, même si l'intention à la base des personnes, c'était d'utiliser du végétal et pas du pétrole pour le fabriquer. Donc voilà, c'est toujours se demander, derrière le label, quelle est l'intention quelle était l'intention des hommes et des femmes qui ont créé ce label. Et de ne pas en faire un truc magique, parce que c'est jamais magique, c'est toujours ciblé. Oui, cette variation, ces intentions, j'imagine qu'elles peuvent varier selon le type de produit, puisque ce n'est pas les mêmes personnes. J'ai souvenir aussi que tu me disais que les labels pouvaient être plus ou moins performants en fonction des types de produits, déjà plus ou moins disponibles et puis plus ou moins exigeants. En fait, ils vont toujours se baser sur la réglementation européenne. Donc, la réglementation européenne des produits chimiques, pour tout un pan de produits, qui sont les produits qu'on appelle articles, donc ça va être tous les trucs un peu durs, en fait, ça va pas les liquides, quoi, donc ça va être les meubles, les jouets, le high-tech, la périculture, les objets, en fait. Les objets, ils sont... les gens qui les fabriquent n'ont pas l'obligation de nous dire exactement quels sont les produits chimiques utilisés. Donc, à partir de là, difficile d'écrire un label qui interdit telle et telle famille de produits chimiques à partir du moment où il n'y a pas d'obligation légale de les déclarer. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Je te citais l'alimentation pour le bio ou la cosmétique. Là, pour le coup, la réglementation, elle est favorable puisque nous avons la liste des ingrédients. Quand tu achètes de la poudre de cacao pour les enfants, tu vas avoir une liste d'ingrédients. Quand tu achètes une crème pour le change du bébé, tu vas avoir la liste des ingrédients. Et à partir de là, c'est un moyen aussi pour les labels de dire, parmi ces ingrédients que vous êtes obligés de déclarer, nous vous demandons de vous restreindre sur telle et telle famille de produits qui nous semblent dangereuses ou douteuses ou toxiques pour l'environnement. Et donc, tu vois, c'est plus facile pour les gens qui créent des labels d'aller sur des domaines où la réglementation est plus transparente. La non-transparence réglementaire, c'est le problème principal de nos produits de grande consommation aujourd'hui et qui nous empêche d'avancer parfois parce que, voilà, moi, j'ai beau être ingénieur chimiste, on me met un jouet sur la table, je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans en termes de famille préoccupante. On peut penser par exemple aux phtalates. Évidemment, des analyses chimiques sont possibles, mais elles sont extrêmement onéreuses, donc on ne va pas... voilà, c'est pas les parents, c'est pas aux parents ni aux personnes de crèche ou même aux institutions d'aller tous les jours systématiquement faire des analyses chimiques hyper onéreuses pour savoir ce qu'il y a dans les produits. Donc, tu vois, sur ces secteurs-là, on a un problème. Le label, c'est pas la solution. Ce que tu dis, ça me fait penser à... Il y avait une audition de Gilles Pipien, là, de l'Inspection Générale, et qui faisait partie des gens qui avaient évalué le 3e plan national santé-environnement. Et il disait, on a un problème de traçabilité. Même les gens qui mettent sur le marché, c'est même pas forcément qu'ils veulent le cacher. Donc parfois, il y a des enjeux de secret industriels, mais parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas l'info. Et ils prenaient, c'était dans la salle d'audition, ils prenaient la table, ils disaient, voilà, cette table, il y a des cols, il y a des pieds, des machins. Et en fait, les gens qui ont assemblé, ils n'avaient pas les infos des gens d'avant, qui eux-mêmes n'avaient pas les... Bon, donc effectivement, c'est un frein, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, un des grands freins pour les labels. Et d'ailleurs, je me demandais, comment tu articules, donc, quand toi, tu identifies des catégories de produits pour lesquels le label n'est pas suffisamment performant, tu utilises des applis, par exemple, comment tu articules
Comment tu articules ça? Moi, je sais que je me pose plein de questions sur les applis. Je vois une. Je trouve ça. C'est pareil, hein. Tu vois, les applis, elles ont été créées par des gens qui avaient une intention, donc il faut aller voir l'intention, il faut aller voir dans quelle base de données les applis cherchent les infos, puisque les applis, généralement, ce sont des outils qui vont chercher des informations scientifiques pertinentes. Donc, généralement, il y en a qui sont plus exigeantes que l'autre. Donc, moi, par exemple, mon métier de base, c'est la cosmétique, donc je connais super bien. Donc, je suis capable de regarder toutes les applis qui existent, hein. Par exemple, donc il y a Yuka, par exemple, il y a Inky Beauty, il y a quel produit de choisir, ces trois-là. Moi, je suis capable d'aller regarder vraiment de manière précise et de te dire, je trouve que celle-là, c'est plus pertinent que celle-là parce que. Après, une autre personne ferait une autre analyse. Globalement, je trouve que c'est super, les applis. Je trouve qu'il y a des bons outils. Évidemment, il y a des trous dans la raquette, il y a des ratés, il y a peut-être des évaluations qui sont parfois maladroites, mais globalement, je trouve que ça fait avancer d'un point de vue de la transparence, ça fait se poser les bonnes questions. Moi, j'ai notamment travaillé avec un groupe de pharmaciens qui étaient complètement stupéfaits de voir des gens rentrer dans leur pharmacie, scanner les produits et ressortir en disant monsieur, vous n'avez rien pour moi. Et donc, ça les a fait réfléchir et ça les a fait avancer, ça les a fait référencer différemment là, on ne parle pas des médicaments, hein, des produits qui sont vendus en libre accès. Ça leur a fait référencer aussi leurs produits différemment. Donc, je trouve que c'est bien que le consommateur soit acteur de ses achats de cette manière-là parce que ça fait évoluer le marché. Ouais, effectivement, ça rentre dans une dynamique qui est vertueuse sur les aspects santé environnementale. Je pensais à Scan4Chem aussi, que peut-être tu utilises, qui a l'avantage de s'adosser à la réglementation européenne, mais qui a pas mal de limites en termes de périmètre de produits sur lesquels on peut se renseigner, je crois. Scan4Chem, c'était intéressant effectivement pour les articles dont je te parlais, parce qu'on a la possibilité d'aller demander des informations sur la présence de substances préoccupantes, qu'on appelle les Substances of Very High Concern au sens européen. Donc, on a la possibilité d'aller demander à un fabricant si les produits ne contiennent pas, ou si un jouet ne contient pas une de ces substances. Enfin, ça sert à ça. En réalité, c'est quand même compliqué de demander aux parents de faire ça. Souvent, la base de données est vide, donc ça veut dire qu'on envoie un message à l'industriel qui doit répondre, qui répond pas toujours. Enfin, je trouve que c'est pas mature. Elle va aussi, on va voir ce que ça va donner. Elle va servir aussi maintenant à une nouvelle réglementation. Tu dois le savoir sur les perturbateurs endocriniens. Il y a une liste maintenant qui va être aussi à déclaration obligatoire et l'information devrait se trouver aussi via cette appli Scan4Chem. Bon, je trouve que pour le grand public, c'est quand même un peu fastidieux celle-là. Et moi, j'incite plutôt les pros à y aller, à faire vivre et à demander beaucoup d'informations aux industriels, puisque effectivement, c'est un peu un outil de dialogue vers un peu plus de transparence. Moi, je le vois comme ça, mais je crois que ce n'est pas un très bon outil pour le grand public aujourd'hui. À ce stade, oui, d'accord. J'avais entendu des critiques aussi sur le côté, c'était très basé sur les catégories de Reach, donc il y avait le côté, pas le contenu, mais le contenant. Bon, il y avait des limites comme ça qui étaient mis en avant. Je crois que c'était d'ailleurs mis en avant aussi dans la présentation de l'appli et que c'était en évolution avec la réglementation et puis pour être au service du consommateur. Je mettrai le lien dans la description, je mettrai le lien aussi des applications que tu as mentionnées là, quel produit, il y avait, je sais plus, des classiques. Voilà. Je mettrai ça, j'en profiterai aussi pour mettre les liens vers les 3 guides RocoCrèche qui sont vraiment utiles. Pour revenir sur où on en était. Je te coupe sur les 3 guides. Donc, il y a un site internet qui s'appelle rococrèche.fr, c'est tout facile. Et donc, l'ensemble des documents, parce qu'il y a plus que les guides, il y a aussi un peu de documents grand public. Et surtout, on a des petits modules vidéo pour les personnes qui veulent aller plus loin sur un sujet. Par exemple, je peux te dire, on a un module sur les couches, par exemple, qui est un sujet qu'on n'a pas traité dans RocoCrèche, mais on a fait un focus sur les labels et les couches, par exemple. Donc ça, c'est des petits documents supplémentaires qui sont un peu orientés pro, mais franchement, ils sont utilisables par les parents aussi, sans problème. Je mettrai le lien en description. Si je reprends le fil de la discussion, si on reprend les 2 outils, qui sont les applis, les labels, tu disais que ça questionne sur le choix des produits, et puis je crois que parfois aussi ça questionne sur le besoin du produit. C'est peut-être un des...
classiquement une des troisièmes voies qu'on peut avoir dans la manière dont on achète, questionner le besoin. C'est vrai que sur ces domaines où on a des gros doutes sur les produits, donc je te parlais par exemple des produits de puériculture, quand tu es enceinte, généralement, tu vas dans les catalogues, tu as envie d'acheter une couverture, des rideaux, un tapis, un petit lit, un mobile, donc beaucoup, beaucoup d'objets neufs. Et sur ces objets-là, c'est vrai que, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réglementation, mais c'est vrai qu'il y a des familles entières de produits qui sont classiquement utilisés pour ces objets-là. Donc, pour les mousses, on va penser à tout ce qui est retardateur de flamme qui sont censés ignifuger les produits. Le plastique plus ou moins souple, c'est la famille des phtalates. Voilà, tu vas avoir ce genre notamment, principalement, je vais penser à ces deux grosses familles-là de produits qui sont quand même dans le collimateur pour avoir des effets endocriniens pour certains membres de ces familles chimiques. Et puis, il y a tous les meubles neufs, il y a la question du formaldéhyde, des COV aussi, puisqu'on le sait, quand on ouvre un carton tout neuf que tu viens d'acheter, que tu te fais livrer, tu as une odeur qui te pique un peu le nez. On sait que ça, ce sont des substances chimiques qui peuvent potentiellement être nocives. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a trois choses à faire en gros. C'est probablement toutes les questions de l'aération, de la ventilation, d'ouvrir le carton pas dans la chambre de destination parce que les polluants. Alors, les polluants, c'est un truc un peu magique, c'est que on les sent pas, on les voit pas, mais ils restent là. Ils se posent sur les objets, ils se posent sur les poussières de la pièce de destination. C'est un peu une menace fantôme parce que on les oublie, mais ils restent dans la pièce. Donc, ça veut dire aérer, ventiler, ouvrir dehors, dégazer dans une pièce qui n'est pas la pièce de destination, dans un garage, sur un balcon, dans un jardin s'il fait beau, le plus longtemps possible. Ça, c'est la première recommandation, pour au moins que les molécules les plus volatiles, elles ne se retrouvent pas dans la pièce où séjourne le bébé. Et donc, plus c'est neuf, plus il y a potentiellement ces petites molécules récentes volatiles qui peuvent émaner du produit. Donc, ça pose aussi la question de la seconde main. Même si la question de la seconde main, de l'économie circulaire, c'est une question un peu complexe au niveau sanitaire parce que si on repart trop en arrière, on peut avoir des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation actuelle. Il faut savoir que REACH interdit quasi tous les ans des nouveaux phtalates. Donc, on peut se dire que les petits tapis de sol qui sont avec des phtalates, on n'a jamais la garantie qu'ils soient même conformes à la réglementation aujourd'hui, même s'ils ont été produits l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, la seconde main, ça serait super s'il n'y avait pas ce problème-là. Bon, cela dit, on va dire du seconde main récent, pas des trucs qui ont 5 ou 6 ans, mais des choses. Voilà, ça, c'est une solution. Et puis, franchement, la dernière chose, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on met beaucoup en application dans les crèches, même si c'est quelque chose d'engageant sociétalement, c'est la sobriété. En fait, une sobriété d'achat, en fait. On se dire, effectivement, est-ce que pour la nouvelle chambre du bébé, j'ai besoin de tous les objets que je viens de t'énumérer? Absolument. Est-ce qu'il y a besoin de rideaux? Est-ce qu'il y a besoin d'un tapis? Est-ce qu'il y a besoin d'objets décoratifs? Puisque tous ces objets-là peuvent avoir ce gros défaut de laisser émaner des produits chimiques. Donc, se poser la question, effectivement, à la fois moins d'objets, puis des objets plus simples, plus sobres, peut-être aussi, et du coup, dont on maîtriserait mieux la consommation. Voilà, choisir peut-être des choses en coton, par exemple, pour mettre sur le lit, plutôt que des tissus synthétiques, enfin voilà, ce genre de choses. Donc oui, souvent, une des options, c'est une certaine sobriété d'achat qu'on est obligé de mettre en avant. Enfin, obligé, c'est pas une catastrophe, c'est plutôt bon pour la planète aussi. Mais on est quand même, c'est une des grandes solutions qu'on a face au manquement de transparence des règles du règlement REACH. Ouais, je me souviens aussi que tu disais ces différentes actions, ce questionnement qu'on peut avoir sur les besoins essentiels ou non essentiels. Il faut aussi faire rentrer dans l'équation je ne sais plus, tu avais eu des termes que j'avais bien aimé. Tu disais, faut pas être méchant avec soi, faut pas être méchant avec ses enfants non plus. Je trouvais que ça renvoyait au principe général de plutôt, déjà d'être toujours bienveillant avec les autres et soi-même aussi. Et puis le côté plutôt travailler sur l'environnement que sur les personnes, quoi. J'ai l'impression que ça renvoyait à ce principe général.
Ben, ouais, alors on a beaucoup mis comment dirais-je, l'accent sur ce que pouvaient faire les individus au niveau écologique, hein. Et donc, quand on est très motivé par le sujet, quand on est des jeunes parents, on peut avoir tendance à s'épuiser, à chercher des produits, des alternatives, comme je te le disais. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien parce qu'on se fait aussi du mal à soi-même parce que c'est Camille Etienne, hein, qui est une militante écologiste, qui dit le monde n'est pas fait pour les écolos. Et c'est vrai, le monde dans lequel on vit, il n'est pas fait pour l'être et c'est difficile de l'être. C'est beaucoup d'énergie de trouver des alternatives, les bons endroits, les bons produits. Au bon prix aussi, hein. Il y a aussi une logique économique là-dedans. Donc, moi, j'ai pas envie que les gens s'épuisent. Je trouve qu'il faut qu'effectivement, ils soient gentils avec eux-mêmes. Ils se disent, bon, je vais aller là où j'y arrive, à le faire, à faire mieux, à faire moins, à faire plus sobre. Mais voilà, il y a des terrains où c'est compliqué. Et puis, on va pas dire aux enfants de jouer juste avec un petit bâton. Bien sûr que les enfants auront du plastique dans les mains à un moment ou à un autre. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Mais voilà, entre ça et des fois des multitudes d'orgies de jouets qu'on peut voir dans les magasins à Noël. Voilà, on peut trouver un juste milieu pour pas faire non plus, pas extraire les enfants d'une réalité, puisque de toute façon, cette réalité, ils la trouvent à l'école aussi. Voilà, peut-être pas essayer d'en faire trop et essayer effectivement d'appliquer c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Santé publique France, la stratégie 1000 jours, on dit une certaine sobriété chimique. Voilà, c'est de se dire tous les jours, est-ce que je peux faire un peu plus sobre, un peu moins souvent. Voilà, il y a des produits, il y a des pans entrées de produits. Là, on parlait de faire le tour du supermarché, il y a des produits vraiment qui sont très évitables. Moi, je pense, alors moi, il y a un rayon que je déteste, c'est le rayon pchit pchit savon dans les magasins, Ouais, ok. le spray désodorisant. Là, pour le coup, c'est des produits qui n'ont aucun bénéfice sanitaire, enfin, aucun bénéfice, point. C'est des produits qui sont dangereux. Ça, c'est des pans entiers de produits dont on peut vraiment facilement se passer. Donc ça, faisons-le. Et c'est facile. C'est facile de se dire, bon, le propre n'a pas d'odeur, j'aère chez moi plutôt que de mettre ces produits-là. Si j'ai un problème de moisissure, je le traite à la source parce que ces trucs-là ne viennent que recouvrir les odeurs. Et puis, il y a quelque chose de terrifiant dans ces produits-là, c'est que quand tu les retournes et que tu fais le travail de lecture de l'étiquette, qu'on devrait tous faire et qu'on ne fait pas, et c'est là où peut-être en tant que consommateur, on n'est pas toujours très bon. On est avec nos caddies et on se dit, on a une suspicion d'innocuité. On se dit, parce que c'est vendu dans le supermarché, du coup, c'est sûr. En réalité, la réglementation européenne, elle dit autre chose. Elle dit que l'industriel a le droit de te vendre des choses dangereuses si on t'explique le risque encouru, ce qui n'est pas la même chose. Donc, le risque, il est toujours notifié. Il y a des choses très dangereuses qui sont vendues dans les supermarchés. Et le risque est expliqué au dos du produit. Donc, quand tu retournes un pchit de Saint-Bon, alors avec des roses dessus, du muguet, tout ce que tu veux, et qui a marqué ne pas inhaler, ne pas inhaler, ne pas inhaler, pour un produit qui est fait pour être inhalé. Voilà. Donc, vous voyez, tu vois, c'est un peu le climax de la bêtise aussi, hein, de consommation dans laquelle on est, à la fois nous consommateurs et puis dont les industriels sont aussi les responsables. Il y a des produits comme ça dont on devrait juste oublier l'existence. Voilà. Je vais re-regarder, je crois que je n'avais pas fait, même moi, je n'avais pas fait, pourtant j'ai évalué les risques d'un certain nombre de ces produits, quoi. Et je ne crois pas que j'ai fait l'exercice effectivement d'aller voir les messages de sécurité qui sont sur l'étiquette et qui sont censés assurer un risque acceptable, quoi. Oui, alors moi j'en ai trouvé des peut être mortel par inhalation avec le logo. Ouais, là c'est le champion du monde celui-là. Voilà. Ce que tu disais, ça me faisait penser, pour aller dans ton sens, c'était une des critiques qui avait été faite lorsque le 4e plan national santé-environnement, là, celui qui est en cours, quand il est sorti, donc il s'appelle Ma santé, mon environnement, quelque chose comme ça, mon environnement, ma santé. Ouais. C'était une des critiques qui avait été faite, c'était que l'État, la critique qui avait été faite, c'était que l'État se désengageait de plus en plus au profit, ou en tout cas reporter la charge de la gestion des risques de plus en plus sur les personnes, quoi.
Et effectivement, il y a une articulation à avoir entre trouver un équilibre, comme tu disais, entre s'en rendre malade tellement on est strict dans un monde qui n'est pas fait pour, et puis ne rien faire et faire l'autruche, c'est pas bon non plus. Bon, je crois que le plan essaye, en tout cas, il proposait un équilibre, notamment en donnant des informations complémentaires. On peut penser aux produits ménagers avec le score qui est en ce moment préparé par les pouvoirs publics, là. Bon, ouais, pas simple de trouver ça. J'ai souvenir que tu disais. On peut rajouter aussi le fait que là, il y a eu une dernière étude, donc l'ECHA, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer REACH en Europe. Il y a une étude sur les désinfectants biocides, je ne sais pas si tu as vu, il y avait quand même 37... Je pensais que tu allais dire sur les articles de puériculture, il y en a un gros qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qui était pas mal, et alors moi je pensais sur les désinfectants, 37% de produits non conformes vendus en Europe. C'est beaucoup quand même, hein. Ouais, il y a des stats aussi qui sont assez parlantes sur les jouets dans Safety Gate, ce qui a rapporté, ce qui vient de Chine et tout. Il y a pas mal de préoccupations. Sur les procédures RAPEX, on voit des choses terribles, hein. Donc oui, donc en fait, en plus, on a une réglementation qui n'est pas parfaite, et en plus, c'est hyper compliqué de l'appliquer parce qu'avec les importations, évidemment, de produits qui sont fabriqués dans d'autres conditions que celles qu'on voudrait, avec tous les produits qui sont extrêmement... qui sont sourcés en Chine, c'est vrai qu'on a des trous dans la raquette de la composition, vraiment. Bon, si on se met dans des dispositions donc plus à la fois plus efficaces et plus bienveillantes avec nous, moi j'attends depuis une demi-heure là que tu sortes ton fameux proverbe un polluant en moins, c'est un polluant en moins. Donc, oui. Alors, c'est vrai que souvent, quand je fais des conférences, j'explique la situation sanitaire, l'épidémio et tout, et c'est pas la grosse rigolade, hein, on le sait, toi et moi, que si on est là, c'est qu'il y a quand même tout un tas de pathologies et que c'est un vrai gros problème de santé publique qui couvre la plupart des maladies non contagieuses, hein, qui touchent nos familles, hein, que ce soit l'infertilité, les cancers, les troubles du comportement chez l'enfant, voilà, tout le scope des maladies qui peuvent nous toucher à tous les âges de la vie et qui souvent ont un lien avec nos hormones, hein, quand même, c'est la réalité quand on pense au cancer du sein, cancer de la prostate, c'est des cancers hormonodépendants. Donc, il y a tout ce... Donc, moi, je présente ça et généralement, les gens, ils font un peu une éco-dépression à la fin, au milieu de ma conférence, normal. Et moi, je leur dis, mais moi, je crois qu'on peut faire quelque chose parce que sinon, je ne serais pas devant vous, quoi. Je ferais un autre métier si je n'y croyais pas. Et donc, je pars toujours de l'adage, un polluant de moins, c'est un polluant de moins. Je crois vraiment à ça. Et c'est quelque chose, effectivement, qui aussi m'a été transféré par Philippe Perrin, que tu dois connaître, qui est vraiment qui est un éco-infirmier, qui est vraiment un spécialiste historique du sujet en France. Et en fait, il disait toujours, en fait, on tombe pas mal, on ne vient pas d'être diabétique du jour au lendemain, quoi. Tu n'es pas en pleine forme et le lendemain, tu es diabétique. C'est quand même un enchaînement de facteurs qui viennent s'accumuler. Et donc, on peut faire l'hypothèse que si on retire certains de ces facteurs, la maladie, elle ne se déclarera jamais. À partir de là, moi, je trouve qu'enlever un polluant, ça vaut toujours le coup. Donc moi, je fonce là-dessus. Et c'est mon principe. Je n'ai pas des milliards de preuves à t'apporter. De toute façon, au niveau épidémio, ça devient compliqué de prouver que c'est un produit ou un autre qui te rend malade. On baigne tous dans une soupe chimique qui est d'une telle complexité que je trouve que le métier des épidémiologistes devient extrêmement complexe. Pour nous prouver que c'est telle exposition qui provoque quoi. Donc, je me dis, on retire un Lego de la boîte et puis on va espérer que ça fasse du bien et que ça limite un petit peu l'exposition et du coup, la potentialisation de ces maladies. Je trouve qu'il a une illustration très parlante en cumul. Là, je te vois la mimer avec tes mains. Je mettrai un lien vers... il a une vidéo YouTube en ligne où il présente sa logique. Mais effectivement, avec une logique à seuil, on n'a pas besoin d'être parfait pour empêcher l'apparition d'une maladie, quoi. Il suffit juste d'enlever suffisamment de facteurs pour revenir en dessous du seuil si jamais on était rentré dans la zone à risque. Oui, et puis franchement, les chiffres de l'INCa va de plus en plus là-dessus en nous disant qu'il y a quand même un nombre invraisemblable de cancers qui sont évitables. Donc, c'est aussi une opportunité. Il faut aussi le voir comme ça, plutôt qu'être dans une espèce de fatalisme où on se disait, bon, c'est génétique et tout. Finalement, on voit que la part génétique, elle n'est pas si énorme dans l'apparition de certaines maladies. Et en plus, on sait que la chimie peut même avoir une influence sur le génome avec ce qu'on appelle l'épigénétique. Où les polluants viennent aussi perturber un peu le génome. Donc bingo, quoi.
Un polluant de moins, c'est un polluant de moins. Ok, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce principe. Euh, Est-ce que il y aurait une idée importante sur laquelle tu voulais insister et qu'on n'aurait pas spontanément abordé pendant nos échanges? Est-ce que je pense à autre chose? J'avais pris des notes. Non, écoute, non, mais si tu as d'autres questions, je crois que là, comme ça, j'ai rien de spontané qui me vient. Ouais, moi, je retiens cette idée que bon, on avait discuté, je me souviens de ce qu'on, de comment, avec le regard d'aujourd'hui, ce qu'on aurait fait différemment avec nos enfants. Je crois que l'idée de retenir, c'est pas parce qu'on a des imperfections qu'on peut pas avoir un impact global qui est vraiment très significatif. Et si on reprend l'image du seuil qui peut suffire à empêcher des maladies d'apparaître, quoi. Peut vraiment être efficace sans être parfait, quoi. Il faut pas se flageller, hein. On ne savait pas des choses. Voilà. Moi, je te dis, j'ai un fils de 18 ans. À l'époque, je travaillais dans un grand laboratoire cosmétique. J'adorais tous ces produits. Et puis, comme tous les enfants, il a bu du lait en poudre quand j'étais pressée, dans un biberon avec du bisphénol A chauffé au micro-ondes. Je l'ai fait, quoi, parce que autre vie, autre mœurs, autre connaissance. Et donc, voilà, attention à pas se flageller aussi sur des pratiques. Probablement des pratiques qu'on met en œuvre aujourd'hui, elles ne sont pas parfaites et on va apprendre des trucs. En revanche, il y a quand même un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est peut-être dans cette approche un peu historique, c'est de faire confiance aussi aux choses sur lesquelles on a du recul. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est important, c'est vrai. J'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire et je trouve que l'histoire nous apprend toujours beaucoup de choses. Donc, j'aime bien faire une approche historique souvent dans mes confs. Et je trouve que l'histoire nous apprend pour le coup les éléments sur lesquels on a du recul. On sait des choses, quoi. Moi, typiquement, quand ils sont arrivés avec des substituts au bisphénol A dans les biberons avec du bisphénol S, un autre bisphénol, quand même, on se dit, bon, on a un recul de quelques années sur ces molécules. Sur le verre, on a un recul de combien? 1000 ans, 2000 ans? Et on sait on connaît l'innocuité du verre, quoi. Enfin, on sait ses propriétés, on sait ses petits défauts, qui sont que ça casse, par exemple, et encore, on peut gérer. Donc, go, quoi. Allons sur les solutions où on a du recul. Bon, après, ça, c'est assez rigolo parce que quand tu as une approche historique personnelle, tu peux parfois, moi, souvent, je pense à ma grand-mère et je me dis, mais elle se marrerait de voir les solutions qu'on essaye de mettre en œuvre qui sont pour la plupart, finalement, des façons de vivre et de sobriété, de communion avec la nature, de plus sortir, de mettre les enfants dehors, de moins acheter, de manger des légumes du jardin bio. Ça les ferait rigoler parce que c'était leur mode de vie. Donc, il y a une petite question peut-être de rembobiner certaines de nos habitudes. C'est plus ça que finalement inventer. Moi, je suis assez technophobe. Je ne crois pas tellement que ça va nous sauver. En revanche, repartir sur des valeurs sûres en termes d'habitudes de vie, ouais, ça c'est un truc auquel je crois volontiers. Et donc oui, nous ce qu'on fait dans les crèches, c'est qu'on installe sans réfléchir des biberons en verre à la place des biberons en plastique, point. Et c'est fini, quoi. On discute plus d'un nouveau plastique, on n'en a pas besoin sur les biberons. Ça marche. Et en plus, disons, il y a une super durée de vie des biberons en verre, donc il y a aussi des économies à faire, même pour les parents. Moi, personnellement, j'ai encore un biberon en verre de mes enfants. Je m'en sers comme verre doseur, comme ils sont marqués. Voilà, ça se garde pour la vie. Ce que tu me disais, ça me faisait penser à quand j'avais échangé avec Fabien Schinazi, il parlait de la maison de sa grand-mère, qu'il avait bien connue, et dans laquelle il avait passé beaucoup de temps, et puis comment ça a évolué avec la maison de ses parents, et comment lui-même, avec sa femme, était revenu de tous ces produits qui sont arrivés dans les années 70, 80, là où on équipait la maison de partout. Là. C'était un exemple que je trouvais très parlant, quoi. Ok, merci beaucoup Anne pour l'échange, pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques vraiment intéressantes pour les jeunes parents. Pour les gens qui veulent te suivre, suivre ton travail, où est-ce qu'on peut les envoyer? Comme je te disais, moi je travaille plutôt pour les professionnels, donc mon réseau social privilégié, c'est LinkedIn, donc pour les professionnels. Et puis après, vraiment là où il y a le plus d'infos, c'est sur le site Recocrèche dont je te parlais, recocrèche.fr. C'est là où il y a le plus d'informations qui concernent
l'activité de ce projet-là. Et puis, c'est là où on met toutes les ressources. On a aussi un site pour notre entreprise qui s'appelle Safely. Donc, là, c'est un site qui est plus pour les institutions, les collectivités. Mais parmi les parents, il y a probablement des gens qui travaillent, des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales, des élus. Je mettrai le lien. Aller voir tout ça. Ouais. Ok, je mettrai le lien dans la description. Ça marche. À nouveau, merci beaucoup. Merci pour l'échange. Au plaisir de te croiser dans la vraie vie. Ça marche. À très bientôt, j'espère aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.